Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandre Cormon, coach en amour, en couple et en reconquête depuis 2007. La réalité, c'est que le coaching en amour, c'est du coaching en développement personnel. Quand tu accompagnes une personne à mieux se comprendre, à retrouver confiance en elle, à comprendre les relations, parce qu'on n'a pas eu de cours sur la communication, quand tu apportes ça à une personne, sa vie, elle change du tout au tout. Je pense que ça vaut toutes les tactiques et stratégies de vente, finalement, d'être naturellement soi-même et de vraiment vouloir aider les autres, quoi. Vraiment, tu vois, je réfléchis à cette question de qu'est-ce que je poursuis. Je poursuis le fait que soit on est en conscience et on contrôle notre vie, soit on n'est pas en conscience et on la subit jusqu'au jour où on prend une sacrée claque qui nous détruit d'une certaine façon. Et grave, je voulais jouer là-dessus, sachant que j'avais pas le choix. Mon niveau d'anglais est tellement difficile que j'avais pas le choix. Voilà, si vous nous écoutez, que vous trouvez que votre anglais est pourri, dites qu'il est difficile. Exactement. Voilà, et bosser dessus, quoi. Chaque lundi, Systémator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systémator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systémator, le podcast qui essaye chaque semaine de vous séduire un peu plus. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandre Cormon, coach en amour, en couple et en reconquête depuis 2007. Il a aidé des dizaines de milliers de personnes, d'hommes, de femmes, dans leurs relations amoureuses. Et en 2018, il s'est lancé sur le marché américain avec sa chaîne Alex Cormon, le French Relationship Expert. Aujourd'hui, sa chaîne YouTube principale, c'est 715 000 abonnés et sur sa chaîne anglophone, 100 000 abonnés, bientôt le million en cumulé. Et voilà, on va revenir un peu sur sa façon un peu insolite dont Alexandre et Wassès sont rentrés en contact, et puis le parcours d'Alexandre et les clés de son succès. Salut Alexandre et bienvenue sur Systémator. Salut Sébastien, salut Wesley, bonjour à toutes les personnes également qui nous écoutent. Alors Wesley, vous êtes rencontrés de manière assez incroyable. Si tu veux en parler un petit peu. Ouais, on s'est rencontrés indirectement dans un premier temps. Alex était je t'appelle Alex maintenant. Ouais, bien sûr. Était en voyage en Islande. Il était avec son équipe de tournage et c'est Disa Dahlberg qui l'a intercepté dans la rue, qui l'a reconnu parce que elle suit ses vidéos sur YouTube apparemment. Et cette Disa Dahlberg, justement, on est allé lui rendre visite il y a un an de ça avec Seb en février 2019. Et donc on est parti l'interviewer pour un documentaire sur sa vie, les traumas qu'elle a traversés et comment elle est devenue aujourd'hui une coach aussi qui aide des personnes à sortir de l'impasse. Et donc ils sont allés manger, hein, Alex et Disa, et en discutant, ils se sont rendus compte que il me connaissait, enfin Disa me connaissait moi, et que Alexandre lui connaissait Moni, puisqu'il avait travaillé avec Moni, qui est un de mes meilleurs amis, que Seb évidemment connaît aussi. Et voilà, la boucle était bouclée. On s'est rendu compte que voilà, le monde était petit, et toi Alex, tu t'es intéressé à mon projet de documentaire en l'occurrence, et puis c'est comme ça qu'on est rentré en contact. On s'est vu d'ailleurs assez récemment à Paris, c'était super cool. Ouais, c'était top, effectivement. En fait, il y a des rencontres comme ça, tu sais, dans la vie où tu te dis c'est le destin, parce que c'est complètement dingue. Donc, j'étais en train de tourner une petite vidéo en Islande dans une rue, pourtant une rue qui n'était pas du tout passante. Et là, je vois une voiture qui se gare assez rapidement et proche de moi, et ça me paraissait un peu bizarre. La femme sort avec un grand sourire et elle me dit merci pour mes vidéos en anglais. Donc, c'était Disa exactement. Et ce qui m'a fait en fait chaud au cœur, c'est que c'était la première fois qu'on me disait ça en anglais. Donc, ça m'est déjà arrivé en France qu'on me reconnaisse un petit peu. Mais là, ça m'a vraiment touché. On est parti manger au resto ensemble et elle m'a parlé de votre projet, du reportage que vous aviez réalisé. Et je me suis dit, il y avait trop de connexions communes pour pas se rencontrer, pour pas rentrer en contact. Et c'est ça la vie d'entrepreneur, c'est sauter sur les opportunités et puis rencontrer des personnes qui sont aussi comme nous, qui partagent les mêmes valeurs. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être sur le podcast. Merci, merci encore une fois d'avoir pensé à moi, les gars. Ben, merci à toi. Merci à toi d'être venu. L'Islande, c'est incroyable parce que c'est un peu l'endroit de toutes les rencontres. Moi, quand on y était allé pour tourner le film, le premier jour, les 10 premières minutes, je vois quelqu'un au loin et puis je le vise avec mon appareil photo avec lequel je filmais. Et puis je le prends en photo et je me suis dit, c'est quelqu'un de ma ville d'enfance, quoi. Alors on s'était pas parlé depuis des dizaines d'années et voilà. Enfin, c'est vraiment incroyable C'est l'Islande. dingue. Il se passe des choses là-bas, je pense. Ouais. Pourtant 300 000 habitants. Hein.
C'est peut-être pour ça qu'on se croise facilement, cela dit. Effectivement. En tout cas, c'est un beau pays, hein. Franchement, le voyage a été très puissant. Magnifique. Très Je vous puissant. recommande. Wesley, qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire? Bah là, ouais, avant de rentrer dans le vif du sujet, là, vous devez avoir des étoiles plein les yeux, envie de connaître un peu plus Alexandre Cormon pour ceux qui ne le connaissent pas. Eh bien, on vous propose de prendre quelques-unes de ces étoiles et de les mettre dans un avis sur Apple Podcast ou la plateforme de votre préférence, bah, pour aider Systémateur à continuer sa montée en puissance. Là, on constate que notre audience grandit doucement mais sûrement, et ça fait plaisir d'avoir vos feedbacks. Donc ouais, vous pouvez aussi nous retrouver sur systemator.tech. Yes, et vous pouvez en parler à un ami aussi. C'est comme ça qu'aussi les podcasts Ouais, se recommandent. Euh, le bon vieux bouche à oreille, c'est ça ça, marche. indémodable. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour sur Alexandre Cormon. Alors Alex, la question que tout le monde te pose à chaque fois, euh, comment est-ce que tu as commencé à donner des conseils en relation? Comment ça s'est fait? En fait, c'est vrai que c'est une question qui me vient fréquemment parce que c'est un métier qui est tellement atypique, un petit peu bizarre. Donc je dirais que le premier point, en fait, si tu veux, j'ai accompagné un de mes meilleurs potes. À l'époque, il était en dépendance affective. Donc la dépendance affective, c'est ce qui fait que bah, tu peux pas passer du temps sans ta partenaire, tu te sens mal. Donc nous, en tant que pote, on pouvait pas le voir, ou quand on le voyait, il pleurait parce qu'il était pas avec elle. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, ça suffit. Déjà, tu mets ton couple en péril. En plus, avec nous, là, ça commence à être lourd. Et je l'ai accompagné, je l'ai aidé grâce à des outils, en fait, que j'avais gagné ou obtenu par un préparateur mental. C'est-à-dire qu'avant de faire ce métier, je faisais du basketball. Et dès l'âge de 11-12 ans, j'avais un préparateur mental qui m'aidait à avoir confiance en moi. J'ai vu que ça avait fonctionné, donc je me suis dit un petit peu, globalement, je suis trop fort, je vais me lancer en tant que coach, tu vois. À la base, c'était un peu comme une forme de blague ou un objectif, mais je pensais jamais pouvoir en vivre. Et dans les mois qui ont suivi cet événement, je suis parti voir mon cousin qui était à l'université de Boston College. Je lui en parle en rigolant et il me dit, je pense que tu devrais pas en rire parce qu'aux États-Unis, c'est un métier qui est vraiment développé. Et là, il monte sur Internet, il y avait des love coach. Et je me suis dit, non, mais c'est dingue. Donc, je suis rentré en France, illico presto, et j'ai décidé de lancer mon projet. Et ça a été une décision assez folle, mais je dirais la meilleure décision de toute ma vie pour le coup. On veut bien y croire. Et du coup, t'as commencé à te former ou c'était quoi un petit peu, comment tu as démarré un petit peu tout ça? Parce que tu es rentré et est-ce que tu as direct lancé un site? Est-ce que tu as direct cherché des clients et essayé de faire du coaching? Est-ce que tu as pris du temps pour te former, voir ce qui existait un petit peu dans ce milieu-là ou ça suffisait avec ton parcours un peu de préparation mentale? Alors, Comment c'est- ouais. c'est vraiment cool que tu me poses cette question parce que j'ai fait des erreurs qui peuvent aider, je pense, les auditeurs. Déjà, la première chose, c'est que j'étais encore dans les études, donc il a fallu que je termine mon master en sciences humaines, mais j'ai pas attendu, je me suis lancé. J'étais quand même assez déterminé pour le coup. La première chose que j'ai faite, c'est de créer une image de marque. Donc, je suis parti voir un pote qui était graphiste, qui faisait vraiment des choses génialissimes. Et j'ai investi mon budget pour qu'on crée un super logo, des super flyers, un site internet qui était vraiment magnifique, d'ailleurs qu'il l'est encore aujourd'hui. Donc, pour te dire, vraiment, en 2007, c'était waouh, quoi, quand les gens regardaient mon site internet. Et donc, Ah, j'ai t'as mis tout encore le mon même budget. site aujourd'hui du coup? Alors, j'ai pas le même. Il est encore en ligne, tu vois, pour la petite histoire. Donc, il s'appelle aide-séduction.com. Tu verras, j'ai une tête avec une grosse crête et tout, la mode des années 2007, on va dire. En mode tectonique. J'ai gardé ça pour me dire, en fait, je veux garder mes débuts et surtout, franchement, le site, même aujourd'hui, il est actuel, en fait. Tu dirais pas que c'est un site d'il y a 10 ans, quoi. Et donc, quand j'ai fait ça, j'ai mis tout mon budget dedans et malheureusement, ça a été une grosse connerie parce que j'avais pas de visiteurs, j'avais pas de clients, j'avais pas de prospects, j'avais pas de connaissances en marketing. Donc indirectement, en fait, j'ai dépensé tout mon argent pour avoir les plus beaux sites, la plus belle carte de visite, le plus beau logo. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais refaire, je referais différemment pour le coup. Alors tu ferais comment du coup? Parce que c'est vrai que c'est une erreur moi que je vois souvent aussi qui est faite et je pense qu'en fait on passe tous par là au début, surtout quand on a un petit peu de budget et on se dit: «Bon bah, où est-ce que j'investis mes premiers euros?» On a envie de lancer ça, que ce soit beau, et qu'on en d'en parler autour de nous. Mais aujourd'hui tu ferais comment? Alors personnellement, j'irais plutôt chercher le trafic, tu vois. Si je prends mon parcours de 2007 à 2011-2012, j'ai eu énormément de mal à développer mon activité. Je vivotais, tu vois, j'en vivais, mais de manière un mois ça allait très bien, et puis le mois d'après c'était la catastrophe. Et en fait, ce qui m'a vraiment changé, c'est que j'ai compris à un moment donné qu'il y avait des notions de web marketing et notamment des notions de référencement. Parce que, en fait, j'ai rencontré un référenceur, donc une personne qui optimise ton site internet pour que tu sois le plus haut possible dans les résultats du moteur de recherche de Google.
Et j'avais écrit beaucoup d'articles que lui m'a aidé à comprendre qu'en fait, j'écrivais pour moi ou j'écrivais pour mes clients, mais j'écrivais pas pour Google. Donc forcément, j'avais pas de visite. Et au moment où il m'a accompagné, transmis son expertise, en l'espace de quelques mois, j'ai eu des centaines de milliers de visites sur mon site. Donc là, tu vois, chaque année, j'ai plus de 20 millions de visiteurs sur mes sites, enfin sur mon site principal alexandrecormon.com. Et donc, si je devais refaire ça, je ferais vraiment un processus de conversion où j'attirerais du trafic et tout simplement, j'appellerais les personnes qui sont intéressées. Donc, j'aurais en sorte en fait d'investir pour avoir du trafic et un processus de conversion par téléphone pour expliquer aux gens ce que je fais, ce que je propose et leur montrer que justement ça peut les aider. Mais je dépenserai plus un centime en termes de publicité, de branding parce que ce qui est beau ne fait pas forcément vendre pour le coup. En tout cas, pas au début, c'est sûr que c'est pas Ouais, forcément, pas la effectivement. priorité, quoi. Pas au début, ouais, pour le coup. Mais du coup, en 2007-2008, je sais pas si c'était par là à peu près où tu as commencé à faire pas mal d'articles. J'ai l'impression que le SEO, c'était quand même quelque chose qui était beaucoup plus, abordable, accessible, il y avait de la place. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, qui serait un peu dans ce lancement de bosser là-dessus? Moi, j'ai souvent le conseil inverse, justement, c'est pour ça que ça m'intéresse, de dire, vous concentrez pas trop sur le SEO au départ parce que quand on est tout petit, qu'on n'a pas trop de budget, c'est assez compliqué de faire sa place, quoi. Enfin, en 2020, ouais, effectivement. Bah, je suis 2020, d'accord oui, avec aujourd'hui. toi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est compliqué. Je pense que si tu veux, pour qu'un business il perdure, il lui faut 2 choses, du trafic et de la conversion. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt tenté de conseiller les entrepreneurs d'aller sur YouTube. Je trouve qu'il y a un levier de croissance exceptionnel avec la vidéo. J'ai pas encore testé le podcast, mais du coup, je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à écouter des podcasts et je me rends compte qu'il y a un vrai, une vraie possibilité d'attirer du trafic dessus. C'est vrai que le SEO, ça prend du temps. Par contre, je pense que c'est une vraie valeur sur le long terme. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui veulent un ROI immédiat, qui créent pas forcément une marque sur le moyen long terme et donc qui s'essoufflent ou en tout cas qui créent quelque chose même qui leur convient pas spécialement, donc qui vibrent pas avec leur projet. Je pense que le SEO c'est extrêmement important, mais il y a plusieurs façons en fait de développer du trafic. Il faut le voir en fonction du marché. Est-ce qu'il est concurrentiel, pas concurrentiel? Est-ce que la personne a de la facilité pour écrire ou non? Donc voilà, je pense qu'il y a pas une recette magique malheureusement. Par contre, moi personnellement, j'ai vraiment une vision à moyen long terme. J'encourage tous les entrepreneurs à avoir une vision où ils peuvent développer du trafic organique, ce qui leur permettrait d'éviter d'avoir juste bah, entre guillemets, trafic payant parce que c'est pour moi moins durable pour le coup. Ouais, ça tombe bien là, tu parlais de vibration, heu, kiffer son projet et vraiment voilà, construire sa marque et sentir qu'on aide, les personnes sur le chemin, ce qui est quand même la base de tout business. Justement, ma question, Alex, c'est, qu'est-ce qui toi te fait le plus kiffer dans ce que tu fais? Bah écoute, pendant très longtemps, tu vois, je voulais accompagner les gens et je pense que ça, c'est très important, c'est une valeur qui est très forte chez moi. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que, en réalité, le coaching en amour, c'est vraiment salvateur. Il y a des personnes que je coach qui vont changer du tout au tout dans leur vie. Alors, ça peut être personnel, mais aussi professionnel. Donc, si tu me demandes de quoi je suis le plus fier, de savoir que dans certains cas, tu arrives à aider et sauver des familles, donc des familles qui ont des enfants, tu vois, des couples qui sont ensemble depuis des années, ou même qui sont ensemble récemment, de savoir que tu les aides à être plus heureux en amour et a fortiori qu'il y a des familles que tu vas aider, sauver, pour moi, c'est quand même hyper gratifiant. C'est une valeur aussi très forte, la famille, chez moi. Donc, je te dirais qu'aujourd'hui, je suis quand même très, très motivé à ce que je fais et je garde cette motivation par les résultats que ça transmet aux personnes que j'accompagne, pour le coup. OK, belle réponse et ouais, donc tu sais que ça a des répercussions, bien au-delà du simple fait de récupérer son ex, pour pas être tout seul le samedi soir, quoi. Exactement, exactement. Quand tu vois aujourd'hui que quand tu t'épanouis en amour, tu t'épanouis à tous les niveaux. Mais bon, la réalité, c'est que le coaching en amour, c'est du coaching en développement personnel. Quand tu accompagnes une personne à mieux se comprendre, à retrouver confiance en elle, à comprendre les relations, parce qu'on n'a pas eu de cours sur la communication, on n'a pas Mmh. eu de cours sur comment animer un bon couple, comment garder de l'attraction, de l'amour, etc. Quand tu apportes ça à une personne, sa vie, elle change du tout au tout. Et pour moi, en tant que coach, même en tant que personne, pour être honnête, je trouve ça hyper gratifiant. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Au-delà des chiffres, qui sont assez mirobolants dans ton domaine, surtout en France, hem, est-ce que tu arrives encore à avoir, cette même vibes qu'au début ou, quand tu aides les gens, finalement, est-ce que c'est, j'imagine qu'il y a tout le temps quand même les mêmes problématiques qui reviennent encore et encore. Est-ce que enfin, ça me
Moi, ça m'a toujours paru compliqué ou ça je ressens souvent une certaine lassitude quand je suis un peu dans cette situation-là où finalement je donne tout le temps les mêmes conseils aux mêmes personnes et cetera. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'arrive, qui t'est arrivé? Ou, au contraire, tu penses que chaque, sujet est différent et du coup tu arrives à te renouveler là-dessus? Écoute, en fait, ça m'est arrivé et ça m'arrive moins aujourd'hui parce que j'ai décidé de diversifier. En gros, quand tu vas réaliser du coaching en français, c'est pas vraiment la même dynamique que de réaliser un coaching en anglais, par exemple. Mmh. Aussi, j'ai la chance désormais d'accompagner des entrepreneurs, j'ai la chance de diversifier mon activité pour aller plus vers des sportifs, vers du coaching d'excellence. Je le fais vraiment, on va dire 10 à 15 de mon temps, mais c'est suffisant pour me dire: «Je suis pas dans une routine qui est que axée sur le love». Après, c'est vrai que le love, je donne souvent les mêmes conseils, mais chaque situation est unique et j'apprends beaucoup. Tous les jours, en réalité, j'apprends, ce qui me permet de rester dans une dynamique proactive. Donc, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour pas rester que dans le love, parce que c'est que des coachings, on va dire, où il y a des problèmes à résoudre. Tu vois, c'est des situations qui sont difficiles émotionnellement. Donc, pour moi, en fait, ce que j'ai Ouais. trouvé, ça a été vraiment diversifié pour le coup. OK, et du coup, tu as développé toute une méthode autour de ce que tu as appris au fil du temps? Oui, oui, j'ai développé même un institut de coaching là en France, donc ça a été la première session qu'on a faite, il y a un peu plus de 6 mois. Aujourd'hui, j'ai développé une méthodologie qui, c'est pas une méthodologie comme une méthode secrète, magique, tu l'as fait et puis tout va bien. C'est plutôt, voilà, quels sont les outils que j'utilise, quelles sont les étapes par lesquelles je passe en coaching, comment je fais pour qu'une personne puisse transformer sa vie sentimentale. Donc, l'idée, en fait, pour moi, ça a été de créer quelque chose qui soit un document ou une formation qui permette à une personne lambda, d'appliquer les mêmes outils. Donc, de faire gagner du temps à d'autres coachs qui soient coach en amour ou pas, puisque c'est quand même axé sur le développement personnel. Donc, pour moi, l'idée, en fait, c'est qu'avec une méthodologie, on peut accompagner encore plus de personnes et c'est pour ça que j'essaie de la transmettre au plus grand nombre de coachs ou de personnes intéressées par ce métier, tout simplement. Et justement, Alex, tu m'avais dit quand on s'était vu à Paris que, ta méthodologie, elle avait été traduite dans plusieurs langues. Il me semble que tu m'avais montré, la page YouTube une love coach, brésilienne, si je dis pas de Oui. bêtises. C'est ça. En fait, si tu veux, j'en parle pas souvent, mais j'ai, décidé en fait de «franchiser» entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est au Brésil qui, suit ma philosophie. Il y a une personne qui parle espagnol, donc c'est une costaricienne. Aujourd'hui, j'ai également fait traduire ma philosophie en italien, en allemand pardon, en hongrois, en russe, en chinois. L'objectif pour moi, c'est d'avoir des coachs qui vont représenter cette philosophie un peu partout dans le monde, hem, pour qu'on devienne un cabinet, encore plus international. Donc là, voilà, il y a 4 langues sur lesquelles on est bien installé. Donc aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, la première fois quand je me suis implanté en 2015, j'ai un cabinet de coaching, mais c'est pas moi qui suis mis en avant. J'ai des coachs qui suivent ma philosophie parce que je parlais pas anglais. Déjà là, Mmh. j'ai encore l'accent hyper Frenchy, hyper difficile à comprendre, mais du coup, voilà, j'ai une équipe de coachs qui repr Je te coupe désolé, mais ça peut être presque un argument, c'est the French relationship expert. et grave, bah, j'ai voulu jouer là-dessus, sachant que j'avais pas le choix. Mon niveau d'anglais est tellement difficile que j'avais pas le choix. Voilà, si vous nous écoutez, que vous trouvez que votre anglais est pourri, dites qu'il est difficile Exactement. et voilà et bosser dessus quoi, comme fait C'est exactement ça, tu vois? Donc voilà, on a le côté anglophone, le côté, portugais avec le Brésil, le côté espagnol. Donc j'espère que ça va continuer de se développer comme ça parce que je me suis aperçu quand même que, dans mon domaine, j'avais des choses à apporter, et qui méritaient d'être «exploitées» entre guillemets, donc d'être traduits et d'avoir des représentants. Donc voilà, il y a d'autres personnes avec qui on est en pourparlers, notamment sur les pays, plus, du Moyen-Orient. Donc, mon but, c'est vraiment d'avoir une philosophie qui va être, la plus dévoilée possible, en fait. Et alors je sais pas si tu me mets un stop, si tu peux pas trop en parler, mais ça serait quoi ta relation avec ces personnes-là? Est-ce que c'est des indépendants? Est-ce que c'est des gens, que tu salaries? Alors, c'est des gens avec qui je vais m'associer, D'accord. mais en gardant, je dirais, le contrôle d'une certaine façon de l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise m'appartient. Par contre, je m'associe à ces personnes pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que quand je le fais, je suis sûr de la personne avec qui je me lance et au Brésil, on a explosé vraiment. Donc, c'est une personne qui a vraiment eu un succès phénoménal. Et puis, pour moi, c'est un moyen de vraiment qu'on soit «mariés» quoi, entre guillemets et puis qu'il faut qu'on réussisse.
Après, je garde un contrôle dans le sens où c'est ma philosophie, c'est mon petit bébé aussi. Donc, mon but, c'est de faire en sorte que ça grossisse et qu'on recrute des coachs. Donc, je m'associe avec la coach ou le coach principal. Et puis derrière, après, l'idée, c'est d'avoir des coachs qu'on salarie pour le coup et qu'on forme, voilà, à la philosophie. Et comment tu as développé cette méthode? Parce que ça se base quand même sur de l'humain, il y a plein de j'imagine que c'est quelque chose qui est assez compliqué et c'est toujours, comment on développe une méthode sur un Mmh. métier où c'est essentiellement de l'instantané, de la relation, du en contact avec la personne directe? Comment on fait ça? Bah, après, si tu veux, il y a des grandes lignes directrices, je pense. C'est que moi, j'ai réussi à recenser des grandes lignes directrices. Et puis après, ça a été vraiment de transmettre aussi mes expériences en matière de développement personnel. C'est pas tant axé sur la relation sentimentale, c'est vraiment axé sur comment on accompagne une personne d'un point A à un point B ou à un point Z, tout simplement. Donc dedans, je vais transmettre mes expériences de coaching, mes expériences de programmation neurolinguistique. Donc moi, je suis formé à la PNL et c'est l'outil que j'ai le plus utilisé qui me permet d'être, je trouve, en tout cas que j'utilise le plus parce que je trouve le plus puissant. Et voilà, c'est de transmettre en fait ces notions-là. Après, c'est au coach de pouvoir, je dirais, aller dans le détail. Donc, il y a toujours aussi le coach a sa propre personnalité. Donc, même s'il y a une méthodologie, chaque coach va accompagner une personne de manière plutôt différente en réalité. Et c'est OK pour moi là-dessus. Ouais, donc tu as un peu un C'est pas comme entre-deux une entre, recette de cuisine, quoi. ouais, c'est ça. Tu as la grande philosophie et puis après chacun va y amener et façonner un petit peu aussi la méthode avec sa personnalité, avec sa façon de faire. Exactement, c'est exactement ça. Et l'idée, si tu veux, c'est de reproduire un peu le même schéma. C'est que mes coachs font des vidéos sur YouTube et il y a des sensibilités. Il y en a qui veulent venir vers moi, il y en a d'autres qui vont aller vers une autre personne dans mon équipe. Tu vois, c'est en fonction des vidéos, du contenu qu'on va produire, il y a des sensibilités qui se créent et c'est ce qui fait qu'un client va choisir un coach plutôt qu'un autre, quoi. OK. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table parce que je sais qu'on c'est du coup des sujets qui nous intéressent, tous les 3. J'aimerais savoir, Alex, est-ce que tu aurais un bouquin sur les relations, que tu aurais à recommander, vraiment un livre, alors je sais pas déjà si tu lis et s'il y en a un bouquin en l'occurrence, que tu recommanderais? Alors, je lis beaucoup, mais je m'étais toujours refusé à lire des bouquins dans mon domaine pour pas être influencé, en fait. Il y a juste un bouquin qu'on m'a conseillé de lire parce que, pour la petite histoire, en fait, j'ai eu un coaching un jour et je suis arrivé sur une phrase que j'ai trouvée géniale et que j'utilise assez souvent. Je dis: «On aime comme on aimerait être aimé». C'est-à-dire qu'en fait, on va aimer l'autre selon nos propres envies et pas selon les envies de l'autre. Et en fait, j'arrive à cette conclusion il y a quelques années et j'en parle à un de mes meilleurs potes et j'étais tellement fier de moi. Franchement, j'étais l'homme le plus heureux du monde et il me raconte, il me dit: «Mais tu rien inventé en fait». Gary Chapman, il en parle dans son ouvrage «Les 5 langages de l'amour». Mmh mh. Et en fait, du coup, j'ai lu ce bouquin par curiosité et c'est vrai que le bouquin est juste révolutionnaire. Donc le livre que moi je recommande et c'est le seul pour être honnête que j'ai lu je pense L'homme vient de Mars, Les femmes de Vénus, mais du coup je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit, dans le sens où voilà, le vrai bouquin qui m'a touché pour moi, c'est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Tu peux nous en parler un peu? Bah, en fait, si tu veux, l'auteur, il va te préciser qu'il y a 5 façons d'aimer ou de recevoir de l'amour. Donc, tu vas avoir les paroles valorisantes, donc ça, c'est les mots. Tu vas avoir le toucher, donc ça, c'est les câlins, aussi les relations un peu plus intimes. Tu vas avoir les cadeaux. Tu vas avoir les moments de complicité, donc ça, c'est le fait de passer du temps tous les 2 et que moi, je ne sois pas sur mon téléphone, par exemple. Et le dernier, c'est les services rendus. Les services rendus, c'est, quand tu as besoin de moi, je suis là. Et en fait, si tu veux, il explique que tu as 5 façons d'aimer et que si tu aimes une personne, mais que ce n'est pas sa façon à elle de recevoir de l'amour, eh ben, son réservoir émotionnel va être vide. Par exemple, si, je vais prendre un exemple un peu bateau, mais qui se voit quand même fréquemment. Nous, les hommes, on a un peu du mal avec les paroles valorisantes. On a du mal à exprimer, par exemple, nos sentiments. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir des cadeaux ou on va être dans les services rendus. Mais si une femme, elle a besoin d'entendre qu'elle est belle et qu'on l'aime, mais qu'on lui dit jamais, même si on lui offre une Ferrari, ça va pas forcément améliorer la relation. Et donc, en fait, ça rejoint cette petite phrase que je disais, c'est on aime comme on aimerait être aimé. Et dans son bouquin, en fait, Gary Chapman, bah, il évoque vraiment à la perfection cette dynamique et la notion de comprendre l'autre pour l'aimer tel qu'il ou elle veut le recevoir, on va dire. C'est vraiment une phrase magnifique, je trouve. Ouais, Merci. et magnifiquement vrai. Et vous, alors, les bouquins? Alors Wesley, tu vois? Bah, tu veux dire sur les relations amoureuses, Seb? Sur la relation amoureuse et puis je pense qu'on peut élargir un petit peu, je sais que Ouais, Wesley, toi, tu ouais. t'intéresses beaucoup à la Ouais, séduction. effectivement, je m'y intéressais plus avant. C'est marrant d'ailleurs quand on parlait avec Alex,
En fait, Alex, je t'avais dit que moi, je m'étais intéressé, je pense, autour des années 2012, même 2014, et j'allais aborder des meufs dans la rue. Et toi, tu m'as dit, à ma grande surprise, que tu avais quasiment jamais parlé aux meufs, à des meufs dans la rue, et que finalement, toi, les relations, ça se faisait assez naturellement. Euh, et moi, effectivement, pendant longtemps, je me suis intéressé à la séduction, j'ai regardé des vidéos, j'ai même acheté quelques programmes de formation, et je me suis rendu compte que, franchement, je ne savais pas beaucoup plus, quoi, tu vois. Je ne savais pas beaucoup plus. D'ailleurs, j'avais entendu une belle punchline qui disait que les personnes qui se font vraiment closer par les coachs en séduction, je t'inclus pas dedans, Alex, hein, mais vraiment les coachs en séduction, sont les hommes en réalité. C'est-à-dire que, tu vois, les coachs en séduction, ils closent les hommes en leur faisant croire que Hmm. ils peuvent prendre en main leur vie amoureuse. Moi, j'y crois vraiment, mais je vais rejoindre Alex sur ce qu'il disait au début, et je t'inquiète pas, j'esquive pas la question. Euh, et justement, je pense que le meilleur bouquin pour la séduction et le meilleur bouquin pour, même en général, il y a tellement ce transfert de compétences et d'état d'esprit, cette idée d'avoir un tronc commun du dev perso, et même au-delà du dev perso, parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'y mettent et c'est difficile de distinguer les charlatans des vrais, mais pour moi, effectivement, les valeurs et les qualités qui vont t'aider à être euh, plus confiant dans ton business, elles vont en partie, je dis en partie, t'aider à être mieux dans tes relations. Moi, je voulais être plus séduisant et voilà, choper plus de meufs, alors qu'en réalité, ma vie était pas en place. Alors, elle n'est pas non plus aujourd'hui, elle le sera jamais en fait. C'est illusoire de penser qu'on a la vie en place ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est quand même sur des meilleures fondations qu'avant. Et finalement, souvent, on veut résoudre un problème, mais comme tu dis, Seb, j'avais bien aimé ton expression, un problème qui n'existe pas encore. Et au lieu vraiment de se prendre en main soi et de se demander comment moi je peux être réellement mieux dans ma peau aujourd'hui, et ben on cherche à vouloir aller choper des gens ou séduire ou ouais, je veux signer des clients, je veux faire du chiffre. Alors que toi-même, comment tu veux que les gens, est-ce que les gens, ils ont envie de passer du temps avec toi, ils ont envie de te payer pour tes services, ou est-ce que les meufs, elles ont envie ouais, d'avoir des relations intimes avec toi. Mais j'ai lu quand même le bouquin Models de Mark Manson qui était très bon parce que le mec est très, tu vois, il est cash, il va droit au but et il déconstruit tout et il donne des exemples et des conseils qui sont très terre à terre et applicables. Et moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est bah, sois toi-même. C'est vraiment, je trouve que c'est le meilleur avis et le pire conseil en même temps. Parce qu'évidemment, sois toi-même, mais ça dépend de qui on parle, tu vois. Pour Alex Cormon aujourd'hui, sois toi-même, oui. Mais quelqu'un qui est en PLS dans sa vie, qui a jamais séduit qui que ce soit, ça va être plus difficile. Donc, il y a vraiment, tu vois, les conseils, c'est important de les nuancer quand on les donne. Et je crois que ouais, vraiment s'épanouir dans sa vie, quoi. C'est vraiment s'épanouir dans sa vie et soit la personne de tes rêves et tu trouveras plus facilement quelqu'un qui se rapproche de ça, quoi. Voilà ce que je dirais là-dessus. Je pense qu'Alex sera d'accord, je sais pas. Ouais, bien sûr, je pense que c'est hyper important d'être soi-même, en tout cas de devenir la meilleure version de soi-même en matière de séduction. Après, moi, ce que je vois, donc je suis pas un expert de la séduction, comme tu le disais. Moi, aborder dans la rue, franchement, je l'ai jamais fait. Là où je suis plus à l'aise, c'était plutôt en soirée, etc. Donc, mais je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, quand tu veux séduire, tu vas te planter tôt ou tard. Par contre, si Ouais. tu veux socialiser et, entre guillemets, apporter de la valeur, alors que ce soit dans le monde du business à un client ou dans le monde de la séduction à un homme ou à une femme, quand tu veux apporter de la valeur, pardon, quand tu socialises, tu fais des petites blagues, tu es toi-même dans le sens où tu n'as pas d'enjeu, ton pouvoir de séduction, il est tellement fort que c'est beaucoup plus simple, en fait, de closer. Après, Mm. peu importe, encore une fois, le domaine, quoi. Ouais, on va en reparler dans mon truc de la semaine. On en reparlera à la fin. J'ai un bon exemple là-dessus. Il me semble que Modèle, ça a été traduit en français. Alors, je sais pas si c'est Ouais, exactement le même livre, mais il y a eu l'art subtil de s'en foutre qui a euh, cartonné. Ouais. qui a cartonné. Et donc, du coup, dès qu'un livre cartonne, on le duplique avec le même nom. Donc, je crois que c'est l'art subtil de séduire. Alors, je sais pas si c'est une déclinaison, si Ouais, c'est le c'est même possible. livre, Ouais. mais j'ai vu ça. Parce que Modèle, ça n'a pas été traduit en français, quoi. Toi, Seb, t'aurais un livre ou quelque chose, je sais pas. Moi, j'ai adoré les clés de l'attachement. Je sais pas si tu l'as lu, si vous l'avez lu, Wesley Non, et non, non. Alex. C'est de qui, tu sais ou pas? Alors attends, c'est Amir, Levin et Rachel. Je ne sais pas quoi, c'est coupé.
Ok. C'est un livre, voilà, en français, c'est Êtes-vous fait l'un pour l'autre, il s'appelle Les clés de l'attachement. Et en fait, ça parle de cette idée que on a 3, on va dire slash 4 types d'attachement. Donc, le sécure, ça représente à peu près 50% de la population. C'est les gens qui généralement vont avoir des relations stables, qui vont sécuriser l'autre, la personne avec qui ils sont. On va à peu près 25% de gens qui sont plus dans un style anxieux. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils sont pas avec l'autre, ils vont avoir un peu justement cette dépendance affective, avoir envoyé beaucoup de messages dès qu'il n'y a pas de nouvelles, on a peur que l'autre nous quitte ou qu'il soit passé quelque chose. Et puis, le dernier style qui va être solitaire. Solitaire qui va aimer quand l'autre est plus loin finalement, entre guillemets, ou quand il a l'espace pour lui de vivre, voilà, quelqu'un qui va être plus solitaire. Et en fait, ce que t'explique le bouquin, c'est que ce qui est intéressant, c'est les combinaisons des deux. Par exemple, un sécure avec un anxieux ou un solitaire, généralement ça peut aller. Un sécure avec un sécure, les relations vont durer assez longtemps. Par contre, un anxieux avec un solitaire, ben, on comprend bien que ça marche pas trop, parce qu'au final, t'en as un qui se sent bien quand l'autre est proche de lui, et l'autre qui se sent bien quand l'autre est loin de lui. Donc forcément, il y a du conflit là-dedans. Et ouais, c'est toute une étude scientifique à ce sujet-là, avec notamment cette théorie de l'attachement quand on est enfant. Euh, En gros, est-ce que le gamin va vers sa mère, ou est-ce qu'il joue tout seul, ou est-ce qu'il commence à pleurer dès qu'il n'y a pas sa mère aux alentours, ou qu'il a besoin tout le temps d'être dans les bras de sa maman, etc. Et ça se développerait en fait en fonction du temps. Évidemment, ce n'est pas dans une catégorie, on a un petit peu des trois. Et ça permet de comprendre certaines choses. Et notamment, ce qu'ils expliquent un petit peu, c'est que sur, entre gros guillemets, le marché des gens célibataires, on va trouver beaucoup moins de sécure parce qu'ils vont avoir tendance à avoir des relations longues avec des gens et donc à être en couple. Alors qu'on va trouver du coup plus de personnes qui vont être anxieuses ou solitaires, et que ces personnes vont souvent du coup se retrouver ensemble euh, dans certaines relations, puisqu'ils sont plus souvent célibataires, et voilà, donc c'est un petit peu un cercle vicieux là-dessus. Donc je sais pas trop si tu en avais déjà entendu parler, Alex, et bah, si tu as un avis un peu dessus, même si là c'est un résumé. Alors, tu vois, pour être honnête avec toi, le seul bouquin que j'ai lu, moi, c'était Les 5 langages de l'amour. Mais effectivement, en fait, je te demandais le titre parce qu'aux États-Unis, le titre s'appelle Attached, tu vois, donc attaché, entre guillemets. Et en fait, c'est un des bouquins qui ressort souvent quand je parle avec d'autres coachs, tu vois. Pour la petite histoire, j'ai ma compagne qui est aussi love coach. Et donc, du coup, elle, c'est son bouquin référence, tu vois. Elle recommande ça à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, peut-être que je vais me pencher pour le lire, quoi. Ok, d'accord. Peut-être. Ta femme te le recommande peut-être. Non, elle me le recommandait, j'ai dit non, mais laisse tomber, moi je lis pas si c'est dans mon domaine, tu vois. Elle veut lire, elle fait ce qu'elle veut, mais moi, c'est pas mon truc, quoi. J'essaie de pas être influencé parce que sinon, après, t'es plus toi-même, quoi. Tu ressors que les bouquins et c'est pas mon truc, en tout cas. Ouais, ouais. C'est un vrai sujet parce que c'est vrai que pour développer une boîte, surtout à une certaine taille, je pense qu'il y a vraiment un peu cette obsession d'être isolé et entre guillemets de parler à personne à part ses clients de ce qu'on fait, quoi. Parce que sinon, effectivement, comme tu l'as dit, on se fait très très vite influencer et on part très vite dans un domaine ou dans un autre. Et au final, bah, on perd un peu le fil de ce qu'on aimerait faire, entre guillemets, sans qu'il y ait de l'influence en quelque sorte, quoi. Spontanément. Ouais, j'adore cette philosophie, Alex. Je suis d'accord. Autre question, tu as le droit d'utiliser un joker si ça pose problème, mais je voulais quand même me demander, euh, est-ce qu'un love coach comme toi, qui fait ça depuis des années, euh, peut avoir des problèmes de relation ou pourquoi pas vivre une rupture et le vivre un peu douloureusement. Je trouve que la question est quand même intéressante parce que enfin, d'un point de vue extérieur, c'est une question que je me suis souvent Ouais. posée. Et même 2 love coach ensemble. En plus. Bah, écoute, je vais te dire que un love coach reste un être humain. Donc, aujourd'hui, je suis très heureux dans ma relation. On a très peu de disputes, tu vois. Ça nous arrive vraiment rarement, pour être honnête. Et c'est des petites disputes. Mais j'ai pas toujours eu cette relation. Donc, quand je me suis lancé il y a 12 ans, ça m'est arrivé de passer par des histoires un peu plus compliquées. Justement parce que c'est une question de contrôle émotionnel souvent. Donc, euh, je dirais que quand même, j'ai une vie qui est beaucoup plus sentimentale, qui est beaucoup plus agréable que par le passé avant que je fasse ce métier. Après, comme tout le monde, on est soumis à des émotions, parfois il y a des petites crises, mais rien de. Je dirais quand même que c'est vrai que c'est une vie qui est beaucoup plus. J'ai une vie beaucoup plus en contrôle, une vie sentimentale beaucoup plus en contrôle désormais, pour le coup. Ok, d'accord. Et est-ce que, ouais, question subsidiaire, est-ce que parfois quand
t'as envie de lui dire quelque chose ou de parler un sujet un peu sensible ou qu'il y a un mini conflit, comme tu dis, est-ce que parfois tu te surprends à appliquer tes propres conseils ou est-ce que c'est en mode: «Non mais c'est naturel, je le fais» et tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as parfois ce recul en te disant: «OK, si c'était pas moi, si c'était quelqu'un que j'aide, qu'est-ce que je ferais à sa place ou qu'est-ce que je lui dirais de faire?» ou est-ce que finalement, bah, tu vis ta vie amoureuse, sans trop te prendre la tête? Alors pour être très honnête avec toi, je vais te dire, la première chose qui m'a «sauvé» entre guillemets, c'est que, on parle pas la même langue, tu vois? Elle est américaine, moi je suis français. Donc moi j'ai un anglais, mais quand tu veux «t'embrouiller» entre guillemets en anglais, il faut trouver d'autres mots, tu es d'accord avec moi? Ouais, ouais, Donc c'est du difficile. coup, ça évite beaucoup de conflits. Après non, plus sérieusement, en fait, pour être honnête, j'ai aucun moyen d'appliquer mes propres outils à moi-même. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai des coachs, tout simplement. Je me fais coacher. Je me fais coacher au quotidien sur mon business, sur ma vie, sur, mes relations, parce que je suis comme tout le monde, quoi. Et je prône l'importance d'avoir un coach. Donc, du coup, j'applique ce conseil-là à moi-même parce que dans une situation où je suis projeté, j'ai du mal à appliquer mes propres conseils, en fait. J'ai besoin d'une personne extérieure. Yes, yes. Bah, c'est bien que tu parles de ça parce que justement là, on était sur la première partie. On aime bien avec Seb de diviser nos épisodes en 2 voire 3 parties, qui étaient plus professionnelles. La deuxième, c'était de parler un peu plus du perso. Bon, je vois qu'on a déjà bien un demi-pied là-dedans. Mais justement, j'aime bien ton état d'esprit de toujours grandir et avoir, un autre que soi justement pour grandir. On a tous besoin d'un miroir, et même comme tu dis, le plus, accompli des coachs, je sais que tu adores Les Brown par exemple, Mmh. qui est un vieux de la vieille, même lui a sûrement besoin de personnes. Comme j'aime bien dire, voilà, si tu es chirurgien, tu vas pas t'auto-greffer, un organe, tu vois? Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. Hem et justement ma question, celle je crois que c'est la plus importante, s'il y en a bien une que je voulais te poser aujourd'hui, c'est quoi finalement le cœur de ton message dans la vie? Au-delà même de ton business, ouais, c'est quoi la chose qui t'anime le plus, la chose pour laquelle tu te bats? Et si tu avais, ouais, effectivement, le cœur de ton message que tu as envie de partager là aux gens qui nous écoutent. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que quand je me suis lancé en 2007, je prenais ça un peu à la rigolade. Pendant les années, je me suis développé, j'ai écrit des articles. J'avais pas forcément de pression financière parce que je vivais du basketball. Et en 2011, j'ai perdu mon père. Et en fait, ça a créé un chamboulement. À la fois, ça a été l'événement le plus douloureux et à la fois un changement radical puisque ça m'a permis de développer mon activité et d'être là où je suis aujourd'hui. Tu vois? Donc, je Mmh. dis souvent que c'est marrant comment l'événement le plus dur peut aussi t'amener à avoir une vie meilleure, entre guillemets. Et ce qui s'est passé quand il est parti, j'ai développé et d'ailleurs je pense que j'en ai encore aujourd'hui, des regrets. Et je me suis dit: «Putain Alex», excusez-moi le terme, mais tu aurais pu être un meilleur fils, tu aurais pu être un meilleur compagnon, tu pourrais être une meilleure personne au jour le jour. Et aujourd'hui, en fait, ce que je poursuis, c'est la recherche de l'excellence. De me dire, «Je donne le meilleur de moi-même, comme ça j'ai pas de regrets». Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes coachés, parce que quand tu as un coaché qui te dit: «Alex, j'ai perdu ma femme parce que je lui donnais pas d'amour et du coup elle prend mes gamins et elle part», tu te dis: «C'est quand même "bête" entre guillemets». Et donc en fait, quand on est à fond, on peut pas avoir de regrets, souvent on a peu de mauvaises surprises. Ça veut pas dire qu'on atteint tous nos objectifs, mais en fait, on a le contrôle de sa vie. Et donc pour répondre à ta question Wesley, je me suis dit vraiment, tu vois, je réfléchis à cette question de qu'est-ce que je poursuis? Je poursuis le fait que soit on est en conscience et on contrôle notre vie, soit on n'est pas en conscience et on la subit jusqu'au jour où on prend une sacrée claque qui nous détruit d'une certaine façon. Alors, qui nous détruit, elle peut aussi nous reconstruire derrière, on peut encore vivre, enfin ça peut être un événement qui va être un tremplin, mais mon but en fait c'est d'aider chaque personne à changer avant de prendre cette foutue claque, entre guillemets. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça répond à ta question pour le coup. Ah oui, plus que à ma question, je pense que ça répond aux questions de nos auditeurs. Enfin, en tout cas, on espère une bonne partie d'entre vous qui nous écoutez et j'ai envie de dire, c'est un peu la punchline de l'épisode. Vraiment, bah, comme vous le savez peut-être, vous qui nous écoutez, en tout cas Alex et Seb, vous le savez, moi aussi, moi j'ai frôlé la mort il y a 5 ans maintenant, 2015 et c'est clair que ça a été, le tournant de ma vie jusqu'à maintenant, c'est le tournant de ma vie, numéro 1 en tout cas. Il y en a pas qu'un seul évidemment et on change pas, du jour au lendemain, mais voilà, ça intensifie la direction qu'on a envie de donner à notre vie, quoi. Ouais, exactement, c'est puissant.
Est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir des grandes baffes de la vie justement pour changer? Est-ce que tu peux le faire par toi-même, Je pense que tu peux le faire par toi-même, mais ce qu'il te faut à ce moment-là, c'est de la confiance. Tu vois, si je reprends aussi mon parcours, quand j'étais plus jeune, je faisais du basketball, préparateur mental, ça m'a aidé, mais tu vois, l'école ou la société m'a pas aidé à avoir plus de 100% de mes capacités. Et donc, ce que moi, j'essaie de transmettre en amont, alors c'est important de prendre des claques parce que ça nous remet dans une réalité, mais en même temps, je trouve que on a des rêves et on les vit pas. Tu vois, on va pas y aller à fond, on va pas y croire, on va se dire oui mais si, oui mais ça. Et donc du coup, je pense que pour vraiment avoir une vie à fond, il faut s'autoriser à être 100% soi-même. Et ça, on ne le fait pas dans la société. Donc clairement, la claque, je pense qu'elle est nécessaire, mais je me dis bon, on peut aussi changer en se disant qu'est-ce que moi je veux vivre à fond, tu vois. Donc bon, je sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas, c'est ma philosophie, quoi. Mmh. Ouais, moi, je suis quand même, je pense que le pire, c'est les gens qui sont dans cette zone, dans cette zone tiède, où finalement ils ont pas un électrochoc de brûlant ou de glacé. Et c'est l'histoire de la grenouille dans la casserole et on va monter la température petit à petit. Je crois que le problème, c'est que je crois que Tony Robbins en parle. Alors, je suis pas spécialement fan de Tony Robbins, mais je crois qu'il dit quelque chose comme le pire, c'est les gens qui sont justement dans cette gray zone, dans cette zone grise entre deux. Ils souffrent pas suffisamment pour changer, pour vraiment se remettre en question et changer leur vie. En tout cas, prendre un nouveau virage. Ils sont, et en même temps, voilà, ils kiffent pas suffisamment, ils se sentent pas accomplis, mais ils sont justement dans cette zone où ils peuvent rester médiocres et il y aura pas tant qu'il n'y a pas d'électrochoc, ils ont très peu de chances d'en sortir, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Alex, pour tous ces mots. C'était très inspirant. Euh, je trouve que ça fait Mm. beaucoup de sens. Ouais, j'adore ton côté vrai, en tout cas, Alex. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais je te le répète. Ta simplicité et puis le fait que tu sois au service des autres. C'est vraiment, je crois, que ce qui m'a le plus saisi quand tu m'as envoyé ce message sur WhatsApp. Alors, Disa m'avait prévenu que tu allais m'envoyer un message. J'étais en mode, what? Parce que je te connaissais, voilà, sur YouTube. J'avais regardé quelques-unes de tes vidéos. Pour être honnête, sans plus que ça, parce que pour moi, tu t'adressais plus aux femmes, même si tu as une clientèle qui est large, une audience qui est large. Mais en tout cas, ouais, j'étais agréablement surpris et de voir que tu t'intéressais réellement à mes projets. Euh, voilà, je tiens à te le répéter. Voilà. Ah, je vous remercie les gars, ça me touche beaucoup. Ouais. Je garde une forme d'authenticité et puis quand tu vois des personnes qui ont des projets qui sont cool, forcément tu as envie de connecter. Et pour moi c'est ça aussi l'entrepreneuriat, tu vois, c'est de connecter avec des gens qui te ressemblent et regarde où ça nous mène aujourd'hui et où est-ce que ça va nous mener dans 5 ans. On sera sûrement sur des projets encore plus communs, etc., etc. Donc c'est ça que je trouve cool entre guillemets. Donc merci pour vos mots, en tout cas ça me touche. Ouais, co-créons, mes amis. Yes. Yes. Allez, on va passer au truc de la semaine. Avant tout, nous vous rappelons, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager autour de vous, en parler un petit peu de ces podcasts. Pourquoi pas aller écouter les autres si vous êtes nouveau, hein, c'est bienvenue à vous au passage. On a plus de 40 épisodes maintenant, donc on a pas mal de sujets, que ce soit des interviews ou alors en temps normal, on est juste avec Wesley et on parle de pas mal de choses, de livres. On fait des résumés de livres, mais avec un avis à chaque fois assez poussé ou un angle assez poussé. Ou alors on parle de différents concepts qu'on a pu essayer, tester et adapter pour nous. Donc voilà, pas mal de choses sur la productivité, sur l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi, si c'est des sujets qui vous intéressent. Voilà, on va pouvoir passer au truc de la semaine. Alors Alex, c'est quoi ton truc de la semaine? Écoute, quelque chose qui me tient tellement à cœur, vraiment, 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 vraiment. Cette semaine, je suis reparti voir un match de basket de NBA. Je suis parti voir Miami contre Milwaukee et Miami a gagné. Donc autant te dire que j'étais aux anges parce que Milwaukee c'est l'équipe numéro 1 là en ce moment en NBA. Donc mon truc de la semaine c'est l'atmosphère, l'ambiance, c'est la NBA quoi. C'est dingue. Les Américains sont trop forts pour ça, pour le coup. Trop, trop bien, mec. Tu sais qu'en plus, Miami Heat, c'est mon équipe préférée. Sérieux? Ah, là, je suis beaucoup moins la NBA qu'avant, mais à l'époque de Dwayne Wade, Ouais, euh, c'est mon joueur préféré de tous les temps. Donc ouais, énorme, je énorme, énorme. pas mal Miami. J'ai eu la chance d'aller voir un match aussi, moi, à Boston. Ça aurait pu être Miami, c'était en playoff, et à peu de choses près, ils ont joué contre Atlanta, j'étais dégoûté. Ouais, je m'en doute, je m'en doute, je m'en doute. Mais tu vois, le show à l'américaine, l'ambiance, c'est pour moi, qui suis fan de basket, c'est vraiment un espèce de rêve de gosse. Donc voilà, mon truc de la semaine
qui était obligé, il fallait que je vous en parle, c'était ça, là. Ce match Bah, de basket, ça c'était plus tombe bien ça. en plus. Ça Trop tombe cool. bien en plus. Et du coup, tu disais dans l'épisode qu'à un moment, tu vivais du basket. Tu peux nous en parler un petit peu? Bah, en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que bah, j'ai fait un centre de formation. Ensuite, j'ai joué jusqu'au niveau national, entre guillemets, mais pas pro, tu vois, Mmh. mais semi-pro, tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Et quand tu fais tes études et que tu gagnes de l'argent et qu'on te paye ton appart, etc., bah, en fait, tu arrives à bien vivre du basketball. T'as Mmh. pas besoin de contraintes, en fait. Donc, j'aurais pu jouer comme ça jusqu'à 30, 35 ans. Mais bon, c'était pas la carrière que je voulais réaliser. Il y a eu deux choses qui m'ont. Donc, déjà, je me suis blessé au genou. Ça m'a mis un gros coup d'arrêt. Et puis après, je pense que j'avais pas le mindset que j'ai aujourd'hui, tu vois, pour être honnête, en fait. Donc, la blessure, ça c'est clair, ça a Mmh. été un facteur quand même déterminant. Mais si je reflète aujourd'hui mon état d'esprit, je me dis, ouais, j'avais pas le bon mindset, quoi. J'aurais pu faire beaucoup, beaucoup. Si j'avais le mindset que j'ai aujourd'hui à l'époque, je serais en NBA pour le coup. Donc ça fait chier. Bon. Mais c'est pas grave, c'est la vie, ça fait partie du parcours. Mmh, mmh, mmh. Bah, maintenant, c'est des joueurs qui viennent te voir pour savoir comment ils peuvent reconquérir Exactement. leur Maintenant, je meuf. les aide. Exactement. Même plus que ça, tu vois, plus que le love, là, pour le coup, c'est du coaching sur le mindset, le Ouais, cerveau, l'état ouais, ouais. d'esprit. On pense que les sportifs, ce sont, tu sais, des surhommes. En fait, c'est vraiment des êtres humains. Et du coup, moi, je kiffe les accompagner là-dessus, pour le coup. Voilà. Parenthèse, Alexandre mesure 1,95 m pour ceux qui se poseraient la question. La même taille que Disa. Ouais, elle est grande, Lisa, elle est grande. Ouais, Peut-être pas Lisa comme est ça, grande, mais c'est vrai. elle est grande. Ouais. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Alors moi, mon truc de la semaine, ça s'est passé à Lyon, donc on n'est pas à Miami. Mais Presque. c'était quand même cool. C'était dans un salon de thé. J'avais un rendez-vous avec une prospecte. Tu la connais, toi, Seb? C'était avec Josiane. Bon, Mmh. voilà. On coupera son nom si. Bref. Mais en tout cas, j'avais rendez-vous avec elle. Très bonne énergie. Et voilà. Donc, on parlait des possibilités de travailler ensemble. Donc, sur sa stratégie éditoriale, vraiment créer du contenu pour elle. Et on échangeait sur ouais, vraiment ce que moi j'adore étudier en ce moment, The Infinite Game de Simon Sinek. C'est quoi sa mission, elle, qui elle a envie d'accompagner, pour quelles raisons, etc. Et à la fin de notre entrevue, donc on était voilà sur le point de signer, en tout cas officieusement. Elle me dit ok, cool, tu m'envoies ton devis et puis on bosse ensemble. J'ai envie de commencer, j'ai envie d'avoir des gens fiables autour de moi, etc. Pour du long terme. Et là, il y a une jeune femme qui se lève et qui vient m'intercepter, qui m'interpelle et qui me demande si je suis coach. Et je réponds, bah non, je suis pas coach. Enfin, j'aide 2-3 personnes comme ça en productivité, mais c'est pas ma profession. Moi, je suis vraiment créateur de contenu et concepteur-rédacteur pour les marques. Et là, elle m'explique qu'elle est en train de créer son club de yoga et donc qu'elle recherche quelqu'un pour l'aider sur sa stratégie de communication, mais aussi pour l'aider au niveau du mindset pour voilà, mettre en place son activité et qu'elle aimerait bosser avec moi parce que, je cite, elle adore la manière dont j'explique les choses et l'état d'esprit avec lequel je, je vois la vie. Et j'étais absolument étonné et agréablement surpris d'entendre ça. Du coup, on a échangé les contacts et voilà, je vais vraisemblablement la voir la semaine prochaine, donc la semaine du 9 mars, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle a écouté ta conversation et après Ouais, elle est venue te ouais, voir. C'est trop exactement, drôle. exactement. Et elle était avec un mec, je sais pas si c'était son mec ou un pote. Et donc ça me permet de faire le bridge, le pont avec ce que tu disais tout à l'heure, Alex. C'est finalement, regarde, t'as vu, je chope des numéros. Non, non, mais en vrai, au-delà de ça, même, enfin, niveau pro, évidemment, euh, c'est ouais, quand t'es vraiment dans ton truc et que tu transpires, je dis ça positivement, de toutes les pores de ta peau, ton message et ce que tu as de plus vrai en toi et tu sors tes tripes, bah, c'est contagieux, quoi. Et évidemment, tout le monde va pas se retourner et te demander ton numéro. Et évidemment, c'est quelque chose que je vois comme c'est exceptionnel, tu vois. Mais je pense que ça vaut toutes les tactiques et stratégies de vente, finalement, d'être naturellement soi-même et de vraiment vouloir aider les autres, quoi. C'est ça que j'en retire. D'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn qui a cartonné. D'habitude, quand je poste des trucs sur LinkedIn, j'ai 2-3 likes. Et là, j'ai eu 80 réactions parce que justement, l'histoire, elle est réellement inspirante. Et alors, j'avoue que quand j'ai posté, j'ai l'impression que sur LinkedIn, en ce moment, il y a un peu cette course à qui a la plus grosse, tu vois. Donc, j'y ai pensé quand même, mais je me suis dit, c'est vrai que je poste très rarement sur LinkedIn, où je poste, voilà, pour Systémator, je partage des épisodes, mais c'est un peu automatique. Et là, j'avais vraiment envie de partager cette histoire parce que je l'ai trouvée ouf.
Et apparemment, je suis pas le seul. Ouais, c'est trop drôle. Voilà. Il nous reste un truc de la semaine, il me semble. Ouais, alors il y a la deuxième saison de Formula One qui est sortie. Je sais pas s'il y en a qui l'ont regardé ici, si Alex ou Wesley vous l'avez Non, je connais regardé. même pas Je ce. connais pas du tout. Vous avez Netflix? Ouais. Oui. Ah voilà, il faut que vous alliez voir ça. C'est Formula One, c'est c'est une série documentaire qui a commencé l'année dernière sur la Formule 1 et c'était quelque chose que je suivais pas du tout. Enfin vraiment, j'avais absolument aucun attrait pour la Formule 1 ou quoi que ce soit. Et en fait, ils ont fait une série qui est juste incroyable. C'est vraiment ouais, c'est vraiment une sorte de film un peu ouais, documentaire. Et donc, on va avoir une série ouais, de 10 épisodes qui vont retracer la saison. Mais ils ont vraiment scénarisé ça, ils ont cinématographié ça. Ça rend le truc super intéressant. Il y a du suspense. Ils nous montrent toutes les coulisses, les choses bien, les choses moins bien, les dramas. Et vraiment, on est pris au jeu. Et ça montre notamment le mindset qu'il faut pour concourir là-dedans dans une course de Formule 1, la moindre erreur, le moindre virage mal pris au 39e tour, par exemple, bah, tu finis dans les choux, tu finis dernier, t'as pas de points, quoi. Alors que tu pouvais être premier ou Ouais. deuxième et marquer un maximum de points. Et je trouve cette série hyper bien réalisée. On est vraiment dans le truc, on est vraiment dans les personnages. Et ouais, il y a je crois, 20, je sais plus, 20 ou 24 participants à chaque fois dans les saisons de Formule 1. Et c'est des places qui sont hyper prisées, quoi. Donc, voilà, j'avais envie de partager cette série. Moi, je ne serais pas forcément allé par moi-même. J'ai vu le trailer et ça m'a. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai regardé ça et vraiment, là, j'ai dévoré les 10 épisodes dans 2 jours. Je trouve ça génial. Donc là, il y a la saison 2 qui vient de sortir. Et pareil, super bien réalisé. Voilà, je vous le recommande. Puis surtout toi, Alex, du coup, qui t'intéresse pas mal au mental sur les sportifs de très haut niveau, je pense que ça Ouais. te plairait beaucoup, quoi. Bah, j'ai regardé, ouais, pour le coup. Trop bien. C'est un bon exemple de type de contenu effectivement qui n'a rien à voir parce que tous les trois, aucun de nous trois est dans la Formula One. Peut-être Alex, tu serais plus proche du sport, mais effectivement, je pense que c'est un bon exemple de type de contenu qu'on peut regarder et dont on peut s'inspirer et qu'on peut transposer à son domaine. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai regardé tout ça là. Tu m'as bien motivé, pardon. Parfait. Et ben super. Et ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Un tout grand merci à Alex de ta participation. Bah, merci à vous les gars d'avoir pensé à moi. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast. Donc, allez mettre 5 étoiles, s'il vous plaît. Ouais, c'est cool. On a des invités C'est ça qui font notre promotion naturellement. Et puis si ça te dit, Alex, on pourra découper quelques petits morceaux s'il y a des messages que tu as envie de toi de partager sur tes réseaux. Bien sûr. Évidemment, c'est comme tu le souhaites, mais ouais, je pense il y a des pépites dans cet épisode. Super. Merci en tout cas à vous. Merci à toi. On vous rappelle, ben voilà, n'hésitez pas à en discuter autour de vous. Si vous voulez plus d'informations sur Systemator, vous allez sur systemator.tech. TECH, vous arriverez sur notre site web qui fonctionne. Hein. Les gens qui nous suivent depuis longtemps savent à quel point on a galéré à faire fonctionner ce site. Et là, il marche. Donc, c'est une fierté. Donc, je le redis. Voilà. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Systemator, c'est tous les lundis à 6h du matin. Donc, si vous êtes réveillé très tôt, vous l'avez. Sinon, vous l'avez pour le reste de la semaine. Et puis voilà. Et c'est sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, sur la chaîne YouTube Systemator. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao les gars.